Bonjour. Ma communication, cette fois-ci, va s'intéresser au Covid-19 et de sa relation avec les démences et la maladie d'Alzheimer. Le plan des sujets qu'on va traiter, on traitera on résumera les infections aiguës du Covid, et puis on développera un peu plus le syndrome post-Covid, en particulier des complications neurologiques et cognitives, et puis on traitera de l'effet de l'infection Covid chez les patients atteints de démence. Et à la fin, on dira quelques mots sur le vaccin anti-Covid chez les sujets âgés. Depuis la pandémie du coronavirus déclenchée l'année dernière, en mars 2020, la majorité des pays dans le monde ont été touchés. Mais en particulier, au début de la vague pandémique, les plus touchés étaient les Européens, et comme vous le savez, spécialement l'Italie et puis après l'Espagne. Les autres vagues, ils ont atteint les États-Unis, l'Inde, le Brésil, l'Afrique, le Moyen-Orient ont été relativement préservés. Le Maroc, bien sûr, a compté les premiers cas dès le début de l'infection, mais une politique énergique de l'État a permis de réduire à la fois l'infection et le taux de mortalité du Covid chez les Marocains. L'infection au Covid peut avoir la majorité des patients qui ont une infection au Covid vont faire une maladie qui est plutôt légère, des signes plutôt grippaux, de la fièvre, de la fatigue, quelques signes oropharyngés, éventuellement une perte du goût et de l'odorat qui sont assez fréquentes et qui généralement régressent. Malheureusement, un certain nombre de personnes vont faire des complications respiratoires qui vont nécessiter des hospitalisations en soins intensifs et parfois une intubation. Ce sont ces malades-là qui décèdent généralement à la suite de la maladie. D'autres complications ont été décrites, des complications cardiaques, des complications hématologiques, en particulier thromboemboliques, qui peuvent être responsables d'accidents vasculaires cérébraux, et des complications rénales. Les complications neurologiques sont fréquentes à la phase aiguë et sont probablement dues à l'infection du système nerveux par le virus lui-même. Dans ces cas-là, on peut avoir différents tableaux neurologiques, des encéphalites avec des signes confusionnels, agitation, délire, des accidents vasculaires cérébraux, des polyradiculonévrites avec des paralysies des 4 membres, des myélites aiguës avec des paralysies soit des membres inférieurs, soit là aussi des 4 membres et des risques aussi de troubles respiratoires. En plus des complications neurologiques, classiques, on peut avoir des troubles plus subtils d'ordre cognitivo-psychiatrique, une grande anxiété, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, une fatigue inexpliquée à la fois physique et psychique. Ici sur ce figure, on voit les différentes complications du coronavirus.
et en particulier ceux qui risquent d'emporter le malade, donc les complications pulmonaires et cardiovasculaires. La sévérité de l'infection du Covid chez les sujets âgés a été constatée dès les premiers cas décrits en Chine et en particulier après en Europe, dans laquelle il y a une grande population donc vieillissante. L'explication de la gravité de l'infection Covid chez les sujets âgés est probablement en rapport avec un système immunitaire qui a vieilli, donc un vieillissement du système immunitaire qui est connu, qui est comme beaucoup d'autres systèmes physiologiques diminue avec l'âge. Et c'est probablement aussi ce qui explique l'agressivité du Covid et les complications respiratoires rapides chez cette personne. Il faut signaler que la majorité des patients, plus de 80% des gens qui sont décédés dans les différents pays du monde du Covid, ils avaient un âge qui avait plus de 75 voire 80 ans. En Europe, des spécialistes parlent d'une véritable hécatombe dans les institutions pour personnes âgées pendant la première vague du Covid qui a emporté probablement le tiers des résidents de ces institutions. Ce qui a émergé aussi en plus de complications de l'infection aiguë, c'est que plusieurs patients vont développer un certain nombre de signes, spécialement respiratoires et neurologiques, après l'infection aiguë, généralement après même la disparition du virus au niveau de l'organisme. Ces complications peuvent être des troubles respiratoires persistants, handicapants, qui peuvent durer plusieurs mois, et des complications neurologiques, spécialement d'ordre cognitif et neuropsychiatrique, avec ce qui a été appelé par certains auteurs un brouillard cérébral. En fait, c'est des troubles cognitifs d'ordre exécutif, avec du trouble de l'attention, de la mémoire, de la concentration, un ralentissement au niveau idéique et avec quelques difficultés aussi de l'expression du langage et de la compréhension. Souvent, ces signes cognitifs sont associés à des signes psychiatriques, de la dépression, une fatigue qui n'est pas expliquée par des troubles somatiques, un état de stress permanent, une grande anxiété. À ces signes s'associent souvent des troubles musculaires à type de douleur, donc de myalgie diffuse, et des difficultés de sommeil, en particulier un sommeil qui n'est pas reposant. Ici, sur cette figure, on voit donc l'apparition, après le premier mois, des signes post-Covid, du syndrome post-Covid, et on voit bien au niveau de la courbe du virus que le virus a disparu au niveau de l'organisme et la PCR est négative. Donc ce sont des signes qui ne sont pas dus directement au virus, mais probablement en rapport avec des troubles inflammatoires et immunologiques déclenchés par le virus. Parmi les groupes de recherche qui ont insisté et soulevé très rapidement ces complications neurologiques post-Covid, je voudrais signaler notre groupe de la Fédération mondiale de neurologie,
le groupe donc de neurologie environnementale dirigé par le professeur Gustavo Roman, et qui a publié rapidement un travail attirant l'attention de la communauté neurologique sur les complications neurologiques, bien sûr, à la phase aiguë, mais surtout sur ces syndromes neurologiques post-Covid. La physiopathologie de ces troubles cognitifs, des troubles cognitifs post-Covid, reste mal connue, et ils peuvent avoir probablement au moins deux mécanismes. Un mécanisme en rapport avec le virus lui-même, qui pénètre le système nerveux et qui peut peut-être persister, même si on ne le détecte pas au niveau du sang, mais certainement est dû à des troubles physiopathologiques plus complexes en rapport avec un dysfonctionnement donc plutôt au niveau des mécanismes inflammatoires, avec très probablement des troubles immunologiques qui font intervenir les cytokines. Chose importante pour ces troubles cognitifs, que je rappelle que c'est essentiellement des troubles de la mémoire, de l'attention et de la concentration, c'est probablement par une atteinte des hippocampes qui semblent très vulnérables à la fois à l'infection au coronavirus, mais aussi à l'hypoxie créée par les troubles respiratoires, au stress dû à la maladie et surtout au stress dû à une hospitalisation en soins intensifs, auquel il faut ajouter la dénutrition particulière au milieu à une alimentation donc parentérale en réanimation. Qui ont donc une maladie d'Alzheimer vont s'aggraver à la suite donc d'une infection Covid, qu'il y ait une atteinte directe de l'hippocampe ou bien uniquement par l'hypoxie et le stress qui est aussi contrôlé en partie par l'hippocampe. Et ces patients-là vont aggraver leur démence et donc précipiter le phénomène dégénératif chez eux. Le double choc de la démence et de la pandémie du Covid-19 a suscité de grandes inquiétudes chez les personnes vivant avec une démence et leurs familles. Ces personnes ont un accès limité à des informations et des faits précis sur la pandémie donc du Covid-19. Ils peuvent avoir des difficultés à se souvenir des procédures de protection, comme le port de masque, ou à comprendre des informations de santé publique qui leur sont communiquées. Le fait d'ignorer les avertissements et de ne pas prendre des mesures d'autodiscipline suffisantes pourrait exposer ces malades à un risque d'infection beaucoup plus élevé que chez des personnes sans troubles cognitifs. Pour réduire le risque d'infection chez les personnes âgées, en particulier dans les maisons de retraite, ceci surtout dans les pays occidentaux, de plus en plus d'autorités locales interdisent les visites dans les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée. C'est valable aussi pour les malades, comme la majorité de nos malades qui ont une démence, une maladie d'Alzheimer et qui vivent chez eux. Les visites ont été très limitées de leur famille et donc et ça a contribué à l'aggravation de leur isolement. Donc, en conséquence, les résidents âgés de ces institutions ont perdu tout contact direct avec les membres de leur famille. Les activités de groupe dans les maisons de retraite ont également été interdites. En conséquence, les résidents des maisons de retraite se sont retrouvés plus isolés socialement et donc ils ont souffert de cet isolement et souvent ils ont développé
des dépressions et une anxiété donc importante. Ceci, comme j'ai dit, est valable aussi pour les patients qui vivent à domicile et qui ne reçoivent plus ou peu les membres de leur famille. Par ailleurs, sur le double stress de la peur de l'infection et des inquiétudes concernant l'état des résidents, le niveau d'anxiété des personnels des maisons donc de soins, donc les infirmiers et les aides-soignantes, a nettement augmenté et ces personnes ont développé des signes d'épuisement professionnel très rapidement dès le premier mois de la fermeture complète des établissements. Et ils ont été aussi, vu le grand nombre donc de personnes âgées qui étaient infectées et dans beaucoup de personnel donc soignants des maisons de retraite et des institutions ont été atteints du coronavirus. D'ailleurs, comme une bonne partie du personnel médical et soignant dans tous les pays du monde. Là, un travail récent de neurologue italien s'est intéressé aux effets du confinement sur l'état cognitif des patients. Ce sont donc des patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Alors, c'est l'équipe de Carnavelli à Rome. Ils ont étudié 139 sujets présentant donc une démence légère pour un tiers, une démence modérée pour 70%, pour 2 tiers, et qui vivent chez eux. En fait, ils ont été contactés, ou plutôt leurs familles ont été contactées par téléphone après un mois de confinement pour essayer de évaluer l'effet du confinement. Donc, c'est des gens qui n'ont pas eu de Covid, n'ont pas eu donc d'infection, d'infection virale. C'est uniquement le fait d'être confiné a entraîné à la fois une aggravation des troubles cognitifs chez un tiers des malades, en particulier les troubles de la mémoire, de l'attention et donc de la concentration, encore une fois donc des fonctions exécutives, et aussi, et beaucoup plus, des troubles psychiatriques et comportementaux chez la moitié des patients, avec surtout une augmentation de l'agressivité et des états dépressifs souvent sévères. En plus, chez une majorité donc de ces patients, le confinement prolongé a contribué à générer des sentiments de solitude et des modifications du comportement qui parfois se sont décompensés avec des états de psychose aiguë, donc de délire et d'agitation. Ici, c'est une figure donc du travail de Canavelli et on voit très bien que les troubles cognitifs, effectivement, c'est presque le 33%, en particulier la mémoire, l'orientation, l'attention, le raisonnement, la confusion. Et pour les troubles psychiatriques, c'est surtout l'agressivité, l'apathie, la dépression. Donc, le seul confinement peut aggraver donc l'état cognitif des malades qui ont une démence, une maladie d'Alzheimer. Ceci d'ailleurs a été constaté par nous-mêmes en consultation et au niveau du centre Alzheimer de Rabat, et il a été rapporté par plusieurs parents de malades. Beaucoup d'experts donc internationaux, donc spécialistes de démence, recommandent qu'il est urgent de soutenir les personnes atteintes de démence et leurs aidants familiaux, et ceci dans le monde entier, puisque le problème est le même, quels que soient les pays. Et outre la protection physique contre l'infection virale, bien sûr, il convient d'apporter une aide en matière de santé mentale et de soutien psychologique et social.
Certains pays donc ont développé des équipes multidisciplinaires regroupant des professionnels de santé mentale, psychologues, psychiatres, des travailleurs sociaux, des bénévoles, qui se relaient pour fournir régulièrement des soins de santé mentale aux personnes donc atteintes de démence, que ce soit dans les maisons de retraite ou chez eux à domicile. Maintenant, je dirais, avant de terminer, quelques mots sur le vaccin, les vaccins. Tous les vaccins, donc, ils ont été essayés chez les sujets âgés, que ce soit les vaccins à ARN messager, Pfizer, Moderna, ou les AstraZeneca, donc Sinopharm, etc. Et tous ces vaccins n'ont pas montré des complications plus importantes chez les personnes âgées par rapport aux adultes moins âgés, c'est-à-dire à des adultes qui ont entre 40 et 60 ans. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. D'autres bonnes nouvelles aussi, c'est qu'on a mesuré les anticorps, l'immunité provoquée par les vaccins, et qu'on a trouvé, que les auteurs ils ont trouvé, que si la réaction immunitaire est légèrement moins importante chez les personnes âgées, donc de 65 ans et plus par rapport aux plus jeunes, la réaction est plutôt donc importante et suffisante pour protéger ces personnes. Troisième idée que je voudrais soulever, qui est d'actualité, qui est donc l'utilisation de la troisième dose du vaccin, qui est actuellement préconisée dans la majorité des pays, chez des personnes de plus de 65 ans, les personnes qui ont des maladies chroniques, et puis, bon, chez les personnels soignants, et je pense qu'au Maroc, on va commencer à les faire sur les personnes soignantes. Alors, il y a deux règles à cette troisième dose. La première règle, il doit être faite 6 mois après la deuxième, donc, injection du premier vaccin. La deuxième règle, c'est que la troisième dose doit utiliser un vaccin différent de celui qui a été utilisé pour la première et deuxième dose. Je pense que j'ai terminé. Bon, ici vous avez un masque, donc on doit garder avec le vaccin, garder toujours la distanciation et le masque. Donc je vous souhaite donc bonne santé et que soyez prudents par rapport au virus qui circule toujours. Et je vous remercie de votre attention.